Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce samedi 30 juillet 2016. Débutons par ce démenti de la Direction générale des douanes du Niger relativement à un article publié récemment dans un journal de la place faisant état de la saisie par les services de la douane du Niger au niveau de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey d'un montant de plus de 10 milliards de francs CFA sur le responsable de la société de transport voyageurs Rimbo. Le démenti a été donc apporté par le directeur général de la douane nigérienne au cours d'un point de presse résumé pour nous dans ce reportage signé notre consoeur Canal 3 Niger. Suite aux rumeurs qui font état découverte de devises sur le PDG de Rimbo, Rissagali, le directeur général des douanes est sorti devant la presse nigérienne pour démentir cette information caractérisée d'insensé. Nous n'avons jamais saisi un seul centime sur ce monsieur, en tout cas Rimbo, Rissa dit Rimbo. C'est vrai, à un moment donné, on a saisi des devises au niveau de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, d'une certaine importance, mais c'est sur des non-nigériens, donc des opérateurs économiques d'un pays voisin en transit au Niger sur Dubaï. Nous n'avons jamais saisi, aucun de mes éléments ne m'a signalé la saisie de quoi que ce soit sur Rimbo dit Issa Agali. Je suis formel là-dessus que nous n'avons jamais saisi un centime de devise sur Rimbo. Le directeur général des douanes est formel depuis qu'il est à la tête de cette institution. Aucun COPEC n'a été saisi concernant le PDG de Rimbo. Je ne sais pas d'où Panama détient ces informations, mais je vous dis, je suis formel. Je suis directeur général des douanes depuis le 13 mars 2015. De cette date à aujourd'hui, on n'a pas saisi un seul centime de devise sur Rimbo. En tout cas, pas la douane nigérienne. Non, je suis formel là-dessus. De devise qui est autorisée à sortir du pays. Là, il faut nécessairement une déclaration, ce qu'on appelle une déclaration de change. Par contre, à l'importation, il n'y a pas de limite. Vous pouvez amener autant de devises que vous voulez. Là également, il suffit tout simplement de déclarer, vous entrez d'un pays, vous avez telle quantité d'argent, et ça passe. Mais du côté de l'exportation, il faut nécessairement justifier la sortie des devises du pays. Alors, cette information dont l'origine est du journal Événement a fait couler beaucoup d'encre. La sortie médiatique du DG de la douane va permettre d'éclairer toute. Voilà, parlons à présent de la situation humanitaire dans notre pays. Le gouvernement nigérien plaide en faveur du programme alimentaire mondial, le PAM, la représentation donc du PAM ici au Niger. Le gouvernement plaide donc auprès des donateurs pour mobiliser davantage de ressources en faveur du PAM pour continuer à assister les populations vulnérables de notre pays. L'annonce a été faite au cours d'une rencontre présidée par M. Mohamed Bazoum, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui a assuré l'intérim du Premier ministre. Une rencontre qui s'est donc tenue il y a quelques jours au niveau de Niamey. En tout et pour tout, le programme alimentaire mondial au Niger a besoin de plus de 20 millions de dollars américains. Adam Soumana nous résume cette rencontre. C'était au cours d'une réunion d'urgence tenue le jeudi 28 juillet 2016 entre le gouvernement nigérien, les représentants des partenaires techniques et financiers et les organismes humanitaires que le Premier ministre par intérim Mohamed Bazoum a tiré la sonnette d'alarme. Le programme alimentaire mondial PAM représentation du Niger fait face à des difficultés de financement qui plombent son fonctionnement et menacent gravement la poursuite de ses activités. Une situation qui a amené le PAM à revoir son programme d'assistance au Niger. Le PAM mène différents programmes au Niger et nous avons de plus en plus de difficultés à trouver des fonds pour nos programmes. Donc j'en ai parlé à plusieurs reprises aux membres du gouvernement avec qui nous travaillons et le gouvernement a suggéré d'organiser une réunion avec ce qu'on appelle les partenaires techniques et financiers, donc principalement les donneurs, pour les sensibiliser, pour voir s'ils pouvaient faire un effort supplémentaire pour supporter les programmes du PAM. Donc en fait nous avons différents programmes ici et nous avons déjà dû réduire les rations par manque de fonds. Donc par exemple des programmes de nutrition dans les centres de santé
Et là, nous donnons des demi-rations et à partir du mois de septembre, nous n'avons plus de fonds pour continuer. Des cantines scolaires dans 1200 écoles à travers le pays. Et là aussi, nous avons dû commencer à réduire les rations et pour la reprise de l'année scolaire 2016-2017, nous n'avons pas de fonds. Et aussi pas mal de programmes de récupération de terres et de redistribution de terres aux très pauvres. Et là aussi, il nous manque des fonds. Donc également les réfugiés maliens. La région d'Ifa étant un peu mieux supportée parce que les urgences ont toujours plus d'impact au niveau des donateurs. Mais sur le terrain, les défis sont énormes. Selon le dernier bulletin de OCHA, en fin juin, environ 67 150 personnes ont besoin de l'eau potable. Plusieurs autres sont dans une situation de vulnérabilité, dont les femmes et les enfants. On a plusieurs millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire chaque année et là on est en pleine période de soudure, c'est-à-dire la période la plus difficile pendant l'année. Et donc si on arrête par exemple les programmes de nutrition, de traiter les enfants mal nourris, modérés, comme on le fait dans les centres de santé, mais ça a un impact très important. Ça peut nous conduire à une crise nutritionnelle grave au Niger si on arrête ces programmes-là. Les autres programmes également, mais celui-ci, c'est vraiment la chose la plus importante maintenant, parce qu'on est en pleine période de soudure, là où les pics de malnutrition sont déjà les plus élevés, et si on ne peut pas traiter les enfants, on va vraiment à la catastrophe. Si les partenaires ne réagissent pas à temps, la situation humanitaire, notamment dans la région de Difa, risquerait de se dégrader pour faute de non-assistance. Au Niger, quelques 966 000 personnes ont reçu l'assistance humanitaire depuis janvier 2016. Une journée d'information sur l'entrepreneuriat des jeunes a été organisée ce matin à l'initiative de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement, avec pour objectif d'amener les jeunes entrepreneurs nigériens à prendre en compte la dimension environnementale dans leur projet entrepreneurial. Nasser Sedou et Nasser Dantofo nous résument cette journée. Il s'agit à travers cette formation d'outiller les jeunes sur la thématique de l'entrepreneuriat vers des jeunes, afin de les orienter davantage pour une prise en compte des questions environnementales dans la création de leur entreprise. Il s'agissait pour nous de présenter quelques modules sur l'entrepreneuriat de façon générale et être plus focalisé sur l'entrepreneuriat vert et encourager les jeunes qui sont déjà des entrepreneurs ou bien qui ont des idées d'entreprise à s'orienter davantage sur la dimension verte, à s'orienter davantage sur la prise en compte des aspects environnementaux dans la création de leurs entreprises. Parce que vous savez, le Niger est un pays à fort potentiel dans le cadre de l'emploi vert, dans le cadre de l'entrepreneuriat vert surtout, dans le cadre des emplois verts. Donc il est important qu'aujourd'hui les jeunes Nigériens puissent avoir des initiatives pareilles et dépasser les caps demandeurs d'emploi, mais également offrir et créateurs d'emploi. Donc c'est pourquoi nous encourageons vraiment vivement ces jeunes qui sont porteurs de projets ou bien qui ont des idées pour créer des entreprises, en leur donnant les bases, les fondements nécessaires à accomplir cette mission ou bien à trouver leur chemin dans l'entrepreneuriat vert. Les attentes sont multiples du côté des participants. Première attente, c'est d'abord avoir des idées comment réellement créer une entreprise verte. Parce que créer une entreprise, c'est assez, on ne va pas dire que c'est facile, mais c'est quelque chose que nous pouvons tous faire. Mais créer une entreprise verte, c'est un concept qui est assez nouveau, surtout dans un pays comme le nôtre, qui fait aujourd'hui face au changement climatique. Donc, c'est pour répondre à cette attente et en tant que jeune diplômé, sans emploi encore. Et c'est pour répondre à cette attente que je suis venu sur cette formation, parce que les idées, on en a, mais c'est comment les mettre en œuvre. C'est surtout ça, moi, mon attente, c'est qu'on me donne les outils pour pouvoir mettre en œuvre les différentes idées que j'ai sur le terrain. D'abord, je suis une personne qui entreprend dans le domaine un peu agro-industrie. Donc, c'est un peu le domaine de l'entrepreneuriat vert aussi. Donc moi, mais vraiment mes attentes par rapport à cette formation, parce que nous on fait de la transformation aussi. Donc dans cette optique en fait, on devrait avoir des informations surtout par rapport à ce qu'il faut en amont pour travailler et par après les industries, parce que c'est de la matière première, ça provient de la terre, et donc ce domaine-là c'est toujours l'entrepreneuriat vert en fait. Donc on attend vraiment d'avoir des informations nécessaires par rapport à ce qu'on peut faire et pour un peu travailler notre terre qu'on a
Et puis de l'autre côté, c'est qu'on peut faire en fait pour aider un peu l'environnement qui est de plus en plus menacé, quoi. Ce sont ainsi 50 jeunes Nigériens à suivre cette formation qui durera 2 jours. Suivons à présent ce reportage sur les transporteurs qui officient dans les gares traditionnelles, les gares qu'on connaissait jusqu'à l'arrivée des gares et agences modernes de transport voyageurs. Ces transporteurs et donc les gares traditionnelles rencontrent en effet beaucoup de difficultés depuis l'arrivée sur le marché de ces gares et autres agences modernes de transport voyageurs. C'est un reportage signé Aboubakar Souley et Michel Deji. La morosité du marché est aujourd'hui pesante pour cette gare centrale de la ville de Niamey qui disposait naguère de plusieurs lignes fonctionnelles nationales comme internationales. Quand on quitte en Côte d'Ivoire comme ça pour venir ici, on peut faire 1 mois, 20 jours, bon, ça ne marche pas. Avant, ça marchait. Quand on vient comme ça, on peut faire 2 jours, 3 jours, on sort. Maintenant, là, 1 semaine, 2 semaines, bon, on ne sort pas. Ça ne va pas du tout. Abidjan, il est là, il est fait. C'est mon car même qui est garé comme ça. Abidjan, ça marche, on charge pour venir, mais c'est ici qui retarde les gens. Sincèrement. Nous allons à Maradi, Filengue, Tawa, Bouza jusqu'à Agadez. Notre premier problème, c'est le manque de passagers et c'est dû au fait qu'il y a d'autres conducteurs qui ne payent pas les frais de timbre, qui les prennent dans la clandestinité. Au niveau des syndicats de ces conducteurs, la lutte a déjà duré, mais sans grand succès. Et transport au bout. À bout. On condamne les gars, ministère des Transports. Tout est mort aujourd'hui. Il n'y a que des véhicules en provenance d'autres pays qui viennent faire escale ici. Cela est dû au fait que nos concitoyens passagers ne viennent plus à nous et l'anarchie qui règne avec les gares clandestines qui se créent ça et là à notre détriment. Aujourd'hui, nous avons ici plus de 100 véhicules qui ne fonctionnent plus à cause de cette situation. Cette paralysie au niveau des gares classiques n'est pas visible uniquement à Wadata, mais aussi au niveau des autres gares périphériques de la ville. Les concernés ne savent plus à quel sein se vouer. So ni moto za so el fuka ko gare borinka abis 3 heures de temps ka ko gare borinka. Nous ne comprenons plus rien vraiment. Regardez par exemple cette voiture. Elle est là garée depuis plus de 3 heures de temps. Mais on n'a pu lui trouver que 2 passagers. Et même quand nous disons 3 000 francs pour un trajet, les agences de transport le font à 2 500 francs. Voyez le prix de l'essence et parfois on ne décolle qu'avec 7 clients. Par exemple, si une agence peut amener des passagers même à Terra, à côté, nous, comment nous allons faire? Sachez que nos voitures passent pratiquement 1 semaine sans bouger, alors que l'État gagne avec nous environ 150 000 francs CFA chaque 3 mois. Selon des responsables administratifs de ces gares joints hors micro, la principale cause de ce dysfonctionnement serait due à la prolifération des nouvelles compagnies de voyage qui semblent offrir aux passagers plus de confort et de sécurité. Une rude concurrence face à laquelle un remède de l'État paraît difficile dans un système de libéralisme économique. Du sport avant la page internationale de ce journal, les travaux de l'Assemblée générale élective de la Fédération nigérienne des sports équestres doivent en principe prendre fin cette soirée avec un point d'ordre, donc l'élection d'un nouveau bureau exécutif à la tête de cette fédération. 3 candidats étaient en lice pour la présidence de ce bureau. Donc nous attendons le retour de notre équipe de reportage qui est sur place. Mais avant, nous allons vous proposer de suivre le résumé de la cérémonie d'ouverture des travaux de cette Assemblée générale. C'est avec nos reporters Halidou Barama et Ibrahim Abdou Tikiri.
Plusieurs points liés à la vie de la Fédération nigérienne des sports équestres vont être débattus par les délégués. Le point d'orgue sera le renouvellement du bureau exécutif national dont le président sortant est candidat à sa propre succession. Dans son mot de bienvenue, le président Seydou Hashimou a demandé aux participants de mettre en avant dans les discussions l'intérêt des éleveurs nigériens. Le bureau exécutif que vous avez mis en place le 23 avril 2011 est arrivé au terme de son mandat depuis 2015. Mais des péripéties de la vie et du fonctionnement de nos structures ont fait que nous n'avons pas pu tenir ces élections à leur date prévue. Je me réjouis donc qu'aujourd'hui, ça sera chose faite. Je vais profiter de cette occasion pour vous présenter, au nom de l'ensemble des éleveurs de chevaux du Niger, nos vifs remerciements pour avoir accepté de rehausser de votre présence cette cérémonie. Comme vous le savez, les éleveurs de chevaux du Niger ont créé une association dénommée Fédération nigérienne des sports équestres depuis 1943. C'est donc une très vieille association qui regroupe des gens dignes qui ont pour partage l'amour du cheval. Et tout le monde le sait, dans le monde entier, il n'y a pas plus grand amour que celui du cheval. C'est donc cette fierté qui nous réunit aujourd'hui. Et en ma qualité de président de cette fédération, je demande à tous de taire nos rancœurs, de regarder devant pour que nous construisons davantage les idéaux de notre association. En prononçant le discours officiel d'ouverture des travaux, le directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports a prodigué des conseils aux délégués. C'est pour l'amour. C'est pour l'amour que vous avez de votre secteur que vous avez des petites difficultés. C'est ce qu'on appelle en matière de développement la crise de développement. Une crise de développement, c'est une guéguerre pour aller de l'avant. Elle n'est pas mauvaise, mais elle sera très bonne si à l'issue vous sortez un très bon bureau, un très bon plan d'action, des jolis textes à partir desquels un jour on reviendra ici pour vous féliciter. Au terme de l'Assemblée générale élective de la Fédération nigérienne des sports équestres qui durera toute la journée de ce samedi 30 juillet, un nouveau bureau sera élu. À la présidence, 2 grands éleveurs sont sur la liste, Hashim Seydou, président sortant, et El Kassoum Saleh. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. C'est la réponse du président turc Recep Tayyip Erdogan aux chancelleries occidentales qui critiquent la purge au sein de la société turque après la tentative avortée de coup d'État. En dénombre en tout et pour tout, à la date d'aujourd'hui, plus de 10 000 personnes qui sont en détention. Depuis le palais présidentiel, face aux critiques, le président turc reste droit dans ses bottes. Après avoir affiché leur soutien à Recep Tayyip Erdogan dans les heures qui ont suivi la tentative de coup d'État, les chancelleries occidentales s'inquiètent maintenant devant l'ampleur des purges. Mêlez-vous de vos affaires, leur répond le chef de l'État turc. Laissez-moi dire ça clairement, tout pays ou dirigeant qui ne se préoccupe pas du sort de la démocratie turque, du droit des personnes à vivre, ni du futur de notre nation, du futur de notre peuple, autant qu'ils s'inquiètent du sort des putschistes, ne sont pas nos amis. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, depuis 2 semaines, 18 000 personnes ont été placées en garde à vue, près de 10 000 sont poursuivies et toujours en détention préventive. Une détention qui peut durer jusqu'à 30 jours grâce aux décrets qui ont instauré l'état d'urgence pour 3 mois. Le texte permet aussi de limoger tous les fonctionnaires suspectés d'être reliés à une organisation terroriste. Amnesty International dénonce des mesures qui accroissent un climat de peur.
Même sous l'état d'urgence, les restrictions doivent être nécessaires, proportionnées et avoir un but légitime. Les dispositions adoptées cette semaine échouent à chacun de ces tests, alors que le gouvernement prétend défendre les droits et l'état de droit. Le gouvernement estime que l'armée est maintenant nettoyée, mais les arrestations continuent. Vendredi, 17 journalistes ont été inculpés pour appartenance à un groupe terroriste. Désormais, c'est le pouvoir économique qui est visé. 3 dirigeants d'un important conglomérat ont aussi été arrêtés. En mars dernier, ils avaient déjà subi les foudres du pouvoir pour leur lien avec l'organisation de Fethullah Gülen. Recep Tayyip Erdogan a désigné depuis le premier jour cet imam en exil aux États-Unis comme l'instigateur de la tentative de coup d'État. Le pouvoir turc compte bien se servir de l'état d'urgence pour détruire tout le réseau d'influence de son ancien allié. Au lendemain de l'échec du putsch, le président avait promis d'éliminer le virus au sein de l'État. Les athlètes du monde entier convergent vers le Brésil pour les Jeux olympiques d'été qui vont débuter le 5 août prochain. À l'aéroport de Rio, c'est le qui-vive pour le contrôle des délégations dans un contexte de menace sécuritaire. C'est un rituel devenu quotidien, l'arrivée des athlètes au Brésil. Cette fois, c'est au tour de la délégation japonaise, britannique et espagnole, moins d'une semaine avant le début des Jeux. Dans les coulisses de l'aéroport, moins de sourires, on met l'accent sur la sécurité. Une priorité pour les autorités brésiliennes, surtout qu'il y a eu un contretemps. L'entreprise privée chargée des contrôles de sécurité sur les sites olympiques n'a pas embauché assez de personnel. Nous allons remplacer cette entreprise par nos forces nationales. À partir de maintenant, les forces nationales auront une nouvelle mission, ce qui n'était pas le plan d'origine, les contrôles de sécurité. Ils feront ces contrôles et nous utiliserons des policiers et soldats actifs et inactifs. 100% des bagages des vols internationaux seront contrôlés et des doubles contrôles des personnes instaurés. Les récents attentats meurtriers revendiqués par le groupe État islamique ont conduit les autorités brésiliennes à renforcer leurs mesures de sécurité en vue des Jeux olympiques. La semaine dernière, la police brésilienne a arrêté 12 hommes soupçonnés de planifier des attentats. Et jeudi encore, les forces de l'ordre ont interpellé un Brésilien d'origine libanaise soupçonné de lien avec l'organisation djihadiste. Enfin, les opposants arméniens sont dans les rues pour réclamer la démission de leur président. La capitale, Erevan, a encore été hier soir le théâtre de scènes de violence entre les policiers et les manifestants. La foule est impressionnante. Ils sont plusieurs milliers de manifestants descendus dans les rues de Erevan, la capitale arménienne. Tous réclament le départ de leur président Serge Sarkissian. Ils hurlent leur volonté de retrouver une Arménie libre. Face à eux, la police prépare la charge. Les matraques résonnent sur les boucliers. Puis ce sont les tirs qui se font entendre. Grenades sifflantes, assourdissantes. Les explosions sèment la panique. C'est la débandade. Selon plusieurs médias internationaux déployés sur place, la police s'en est pris aussi aux journalistes, les frappant avec des matraques et endommageant leur équipement. Les arrestations se sont multipliées une partie de la nuit. Les blessés sont nombreux. Ces manifestants soutiennent les indépendantistes armés qui ont pris d'assaut un bâtiment de la police il y a 15 jours. Un officier est mort lors de l'assaut. Des otages sont retenus à l'intérieur. Du portrait du président Sarkissian, ils n'ont laissé que ses débris piétinés. Outre la démission du président arménien, ils exigent la libération d'un opposant politique arrêté en juin dernier pour détention d'armes et projet d'attaque contre les bâtiments gouvernementaux. Nous exigeons le départ de ce soi-disant président et la libération de notre camarade. Nous voulons un gouvernement qui ait la confiance du peuple. Si notre camarade est libéré et nous dit de baisser les armes, alors seulement nous baisserons les armes. Depuis mercredi, les indépendantistes ont relâché leurs otages, mais 24 hommes sont toujours retranchés. Ils se sont baptisés le Front Nouveau de libération de l'Arménie et préviennent que si les forces de l'ordre décident de lancer une attaque contre le bâtiment, il y aura, je cite, des dizaines, voire des centaines de victimes. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télévision La Bari. Au revoir.